Salut à tous et à toutes. Plusieurs régions du monde sont au cœur de nouvelles tensions géopolitiques. Je suis Erlich Dorelas. Bienvenue dans le Grand Journal sur Swag Radio. Depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Swag Radio on air avec du style. Swag Radio, le son qui swag. Et passez la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Au Michigan, la police échange des coups de feu avec un tireur dans une synagogue du Michigan. Les agents de sécurité d'une synagogue près de Détroit ont ouvert le feu sur au moins une personne. Jeudi, a déclaré un shérif, le tireur présumé serait mort. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Un homme a foncé en camionnette sur la synagogue et centre d'enseignement juif de West Bloomfield et a ouvert le feu dans l'État américain du Michigan. Il a été abattu par les services de sécurité de l'établissement. Seul un membre de la sécurité a été légèrement blessé par le véhicule. Aucun autre mort ou blessé n'est à déplorer. Le centre accueillait ce jour-là 140 enfants dans son école maternelle. Le département de la sécurité intérieure a identifié l'assaillant, un Libanais naturalisé américain résidant dans le Michigan. Selon les médias américains, il avait récemment perdu des membres de sa famille lors d'une frappe israélienne au Liban. Le FBI enquête sur cet incident comme un acte de violence ciblé contre la communauté juive selon ses responsables. L'agence a précisé que le personnel de sécurité de la synagogue venait de suivre une formation complémentaire précisément pour faire face à ce type de situation. À l'annonce de l'attentat, le président américain Donald Trump a qualifié cet événement de terrible. Il a promis une enquête rigoureuse et a exprimé sa sympathie à la communauté juive de West Bloomfield. Nous resterons toujours aux États-Unis. Le président américain Donald Trump s'est exprimé publiquement après l'attaque visant une synagogue dans la capitale fédérale, condamnant fermement ce qu'il a qualifié d'acte de violence haineuse. Inacceptable selon les premières informations. Les autorités, l'incident s'est produit près d'un lieu de culte juif. À Washington, évoquant une importante mobilisation des forces de sécurité, un climat d'inquiétude au sein de la communauté locale. La police a rapidement sécurisé la zone pendant que les enquêteurs tentaient de déterminer les circonstances exactes de l'attaque. Écoutons le président américain Donald Trump. Avant de commencer, je tiens à adresser tout notre soutien à la communauté juive du Michigan et à tous les habitants de la métropole de Détroit suite à l'attaque contre la synagogue survenue plus tôt aujourd'hui. J'ai été pleinement informé de la situation. C'est une chose terrible, mais cela continue. Nous allons mettre les choses au clair. C'est absolument inimaginable que de telles choses se produisent. Nous irons en Iran. Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a publié son premier message public depuis son entrée en fonction, dans lequel il a exposé l'orientation stratégique du pays dans le contexte du conflit qui l'oppose actuellement aux États-Unis et à Israël. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. Alors que les gens à travers le pays et dans le monde entier s'attendaient à ce qu'il fasse une apparition publique ou diffuse un message vidéo, le guide suprême a préféré publier jeudi une déclaration stratégique. Outre le blocus en cours du détroit d'Ormuz, Khamenei s'est également engagé à poursuivre les attaques contre les bases américaines dans la région et à ouvrir de nouveaux fronts dans le conflit. Le message a été lu à la télévision d'État et était structuré en 7 parties. Il a commencé par présenter ses condoléances pour le martyre de son père, l'ayatollah Ali Khamenei. Il s'est adressé directement à la nation, reconnaissant que pendant les jours sans chef, c'était la perspicacité et la présence du peuple qui avaient préservé l'autorité du pays. Il a également appelé les forces armées à rester fortes, affirmant que de nouveaux fronts s'ouvriraient partout où l'ennemi serait vulnérable. Le guide suprême a exprimé sa sympathie aux familles des Iraniens tués lors des récentes turbulences, déclarant « Je partage votre douleur, ayant moi-même perdu mon père, ma femme et ma sœur. Nous n'aurons de repos que lorsque nous aurons vengé chaque goutte de sang versé. » Le nouveau dirigeant, âgé de 56 ans, indiquait qu'il avait l'intention de suivre la même voie que son défunt père et peut-être même d'intensifier le conflit. Peu après cette déclaration, les forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique ont annoncé qu'elles frapperaient l'ennemi de toutes
toutes leurs forces dans le détroit d'Ormuz, un point stratégique pour l'énergie mondiale, surtout après que l'Iran a promis qu'aucun litre de pétrole ne passerait par là. Le fils d'Ali Khamenei, l'ancien guide suprême, tué dans les bombardements, veut maintenir le blocus du détroit d'Ormuz pour augmenter la pression sur les États-Unis. Les navires qui tentent de se frayer un chemin le font à leur risque et péril. Le récit de Lise Villeneuve de Radio-Canada dans ce grand journal. Les attaques iraniennes contre des pétroliers empruntant le détroit d'Ormuz se poursuivent au 13e jour de la guerre au Moyen-Orient. 20% de la production mondiale de pétrole transite par ce passage stratégique qui longe l'Iran. Il s'agit de la plus importante perturbation d'approvisionnement en or noir de l'histoire. Et ce n'est pas près de se terminer. Dans sa première déclaration publique depuis sa désignation, qui a été lue à la télévision, le nouveau guide suprême iranien a soutenu que le détroit devait rester fermé. C'est la seule arme réelle que l'Iran possède pour faire reculer les États-Unis, soutient cet expert du pétrole brut. Les attaques contre des pétroliers et contre des installations énergétiques de pays de la région abritant des bases américaines contribuent elles aussi à la flambée des prix du pétrole. Afin de limiter la hausse des prix à la pompe, les États-Unis envisageraient de lever certaines sanctions sur le pétrole russe imposées en raison de la guerre en Ukraine. Les États-Unis commencent soudainement à comprendre l'importance de notre pétrole, dit cet émissaire russe après une rencontre productive avec des représentants américains en Floride. Ironiquement donc, la guerre au Moyen-Orient risque d'accroître les exportations de pétrole de la Russie, lui permettant d'engranger des revenus inattendus pour son propre effort de guerre. Ici Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. L'Iran pourrait-il frapper le sol américain? Le FBI a exprimé sa crainte dans une note parue le mercredi 11 mars et s'inquiète d'une possible attaque de drone. En Californie, le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Des agents en patrouille sur Hollywood Boulevard et des véhicules de police déjà prépositionnés. Plus encore que d'habitude, la cérémonie des Oscars se déroulera dimanche sous très haute surveillance. Les autorités viennent de renforcer la sécurité après avoir reçu cette note du FBI relayée par les médias américains. L'Iran aurait envisagé de mener une attaque surprise à l'aide de drones depuis un navire non identifié au large des côtes des États-Unis. La menace concernerait la Californie et ses 1300 km de côte. Pas de cible précise, dit la note du FBI, mais du Golden Gate à San Francisco, aux plages de Los Angeles. L'État le plus peuplé du pays ne manque pas de lieux symboliques en cas d'attaque. L'alerte date de début février, avant le déclenchement de la guerre. La Maison-Blanche se veut rassurante et évoque un renseignement non vérifié et une menace inexistante, même si Donald Trump n'a pas manqué de la commenter. On enquête, il se passe beaucoup de choses et on fait en sorte de les gérer les unes après les autres. Les drones sont l'arme privilégiée du régime iranien. Y a-t-il un risque pour les Américains? La Californie est préparée à ce type de menace, affirme le gouverneur de l'État. La lutte anti-drone a toujours été une priorité pour nous et nous travaillons pour faire face à cette menace. La chaîne ABC a aussi relayé l'interception par les services de renseignement de messages radio codés probablement envoyés depuis l'Iran. Une technique utilisée durant la Deuxième Guerre mondiale et que Téhéran pourrait avoir ressuscité pour déjouer la surveillance d'Internet et activer de possibles cellules dormantes aux États-Unis. On parle d'agents qui vivent ici, travaillent ici, parlent notre langue parfaitement, mais qui, in fine, n'attendent qu'un signe pour mener une attaque. Un risque difficile à évaluer, mais que les autorités américaines disent suivre avec la plus grande attention. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Erlich Dorelas, vendredi 13 mars 2026. Dernier numéro pour cette semaine, vendredi 13, une date qui fait peur dans la culture américaine. Le 13, ça fait peur.
Allez, n'ayez pas peur, vous êtes à l'écoute de Swag Radio, le son qui swag, l'énergie, le flow, l'attitude. Alexa Open, Swag Radio, écoutez-nous 24 heures sur 24, Swag Radio on air, avec du style, pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière, l'affaire de P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre source numéro 1 en matière d'infos. Brothers Café Creole, The Place to Be, la bonne cuisine haïtienne, au 299 Main Street Everett. Chiffrez le 617 294 14 25. Brothers Café Creole. Déjà, nouvel arrivage sur Swag Radio, Brise du Soir s'installe tous les jeudis soirs, à partir de 8h et 10h avec Ruth Selvi sur Swag Radio. D'autres émissions vont venir sur Swag Radio, le son qui swag. Un avion ravitailleur de l'armée américaine s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, dans un incident qui alimente encore davantage les tensions déjà extrêmes au Moyen-Orient. Selon plusieurs sources militaires, l'appareil impliqué sur un avion de ravitaillement aérien de type KC-135, utilisé pour alimenter en carburant les avions de combat américains, en plein vol. L'accident se serait produit dans une zone désertique à proximité de la frontière syrienne. Peu après l'annonce du crash, les autorités américaines ont confirmé la perte de l'appareil, mais n'ont pas immédiatement précisé les causes de l'incident, ni le sort de l'équipage. Écoutons les détails sur LCI dans ce grand journal. En Irak, à l'ouest du pays, c'est un avion ravitailleur américain qui s'est écrasé. Les États-Unis affirment que cette perte n'est pas due à des tirs hostiles. Pourtant, l'Iran revendique l'avoir abattu. Tentons d'y voir plus clair avec notre correspondante à Washington, Sonia Dridi. Sonia, que savez-vous de ce crash ? Oui, l'armée américaine a confirmé la perte d'un avion de ravitaillement en carburant dans l'ouest de l'Irak. Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, l'incident s'est produit dans un espace aérien ami. 2 appareils étaient impliqués, l'un d'entre eux a pu atterrir en sécurité. Selon Reuters, 6 personnes se trouvaient dans l'avion qui s'est écrasé. Alors les forces américaines assurent que l'incident n'était pas le résultat d'un tir hostile ou d'un tir ami. Elles assurent que les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. De son côté, l'armée iranienne a affirmé dans un communiqué que l'avion avait été touché par un missile tiré par des mouvements armés pro-iraniens dans l'ouest de l'Irak et que l'équipage n'avait pas survécu. L'Iran ne possède peut-être pas la supériorité militaire face aux États-Unis, mais la République islamique dispose tout de même d'un levier capable d'influencer la guerre. Elle peut cibler le commerce pétrolier, constate notre collaborateur Stéphane Bureau de TVA pour les détails dans ce grand journal. On va rejoindre notre collègue donc Stéphane Bureau pour analyser un peu tout ça, essayer de comprendre où on s'en va avec ce conflit au Moyen-Orient. Stéphane, salut. Salut. Les Iraniens qui disent attention, là, nous on veut que le pétrole atteigne 200 $. On veut faire mal là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire dans le portefeuille. Est-ce que c'est l'arme la plus puissante de l'Iran actuellement? Compte tenu de ce que sont ses moyens militaires, c'est certainement l'arme la plus puissante de l'Iran. Si on en parle aujourd'hui, et si on en parle depuis quelques jours, du détroit d'Ormuz, des installations pétrolières qui sont visées, des dépôts de carburant qui sont visés, c'est parce que l'Iran mesure très bien, effectivement, que c'est à la mesure de ses moyens, ce qui est le plus efficace pour faire plier peut-être Donald Trump, mais aussi ses alliés régionaux, les pétromonarchies, les pays du Golfe, peut-être aussi l'Arabie saoudite, qui officiellement était opposée à cette guerre, même si on sait qu'en sous-cap, les Saoudiens étaient plutôt favorables à ce qu'on finisse le dossier, finisse l'affaire en Iran. Est-ce qu'on avait planifié ces dommages collatéraux? J'espère qu'en haut lieu, on y avait pensé, parce que c'était une évidence. Ça fait des années que l'Iran dit, s'il le faut, on va bloquer la circulation dans le détroit d'Ormuz. Et là, c'est la combinaison des deux, comme tu viens de l'expliquer. La circulation qui est entravée, sinon bloquée, puis la production qui est stoppée, parce qu'on n'est pas capable de storer. Alors, l'Arabie saoudite, de son côté, a proposé d'augmenter substantiellement la production, parce qu'elle n'est pas prise dans ce goulot d'étranglement. Elle peut faire sortir ailleurs, mais elle est aussi vulnérable à des attaques des Houthis qui pourraient se manifester. C'est peut-être la prochaine surprise. Au Yémen. On a vu au Yémen, en fait, du Yémen, pour frapper éventuellement l'Arabie saoudite et les voies de communication, de navigation qui permettraient la production de sortir d'Arabie saoudite. Le Hezbollah l'a fait au Liban, sur le Liban.
les Houthis, à ce jour, plus silencieux, mais c'est peut-être aussi dans une logique d'escalade, de gradation, quelque chose qu'il faudra attendre au cours des prochains jours. C'est vraiment la guerre de la gâchette de la pompe à essence. C'est qui le premier va vouloir que ça recircule plus librement. Ce qui est contre-intuitif en ce moment, c'est qu'il y a un sondage qui vient tout juste d'être publié aux États-Unis, c'est le Washington Post qui le publie, où on voit que les Américains ont, dans leur appui, été plus nombreux à s'exprimer depuis le début de la guerre. Donc, c'est dire qu'il y a une espèce d'effet drapeau qui se manifeste. Pour Donald Trump, c'est une bonne nouvelle. 42% des Américains, surtout des républicains, favorables à la guerre, alors que quand cette guerre a commencé, quand ces opérations militaires ont commencé, il y avait une majorité d'opinions défavorables. Donc, c'est peut-être depuis le début le seul indice positif, et ça me surprend. Puis Donald Trump, sans doute, s'est réjoui parce que les sondages, à ce jour, ne lui étaient pas tout à fait favorables dans cette opération. Il y a un effet drapeau, inévitablement. Sinon, il y aura aussi un effet de la pompe à essence. On est à plus de 3 $ le gallon moyenne aux États-Unis. Il faut toujours rappeler que si tu es en Californie, tu peux payer jusqu'à 6-7 $ parce que les taxes sont lourdes en Californie. Si tu es au Texas ou dans d'autres États où il n'y a pas de taxes, tu peux payer 2 $. Donc, c'est la moyenne qui compte. Et là, on se rapproche du 4 $ qui est un seuil psychologique, très loin de la promesse de Donald Trump. Mais évidemment, si ça dure 2... Nous irons au Liban dans ce grand journal. Après une nuit marquée par de violentes frappes, des échanges de missiles, la tension continue de monter au Moyen-Orient. Les appels à évacuer le sud du Liban se multiplient alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hezbollah. Dans un contexte d'attaque massive menée par l'Iran, le mouvement chiite libanais contre Israël. Le récit est signé RT dans ce grand journal. On a assisté ces dernières 24 heures à une escalade majeure en termes de frappes israéliennes. En réponse à des tirs eux aussi massifs, on parle de 150 roquettes et de drones du Hezbollah vers Israël. En milieu d'après-midi, une grosse explosion a retenti à proximité du quartier général du gouvernement. Israël n'hésite donc plus à frapper au cœur de Beyrouth. Sinon, comme les jours précédents, la vallée de la Beka à l'est, le sud-Liban ou encore le quartier de Dahria dans le sud de la capitale ont été visés. Et puis dans la nuit, il y a eu une frappe meurtrière sur le front de mer, ici à Beyrouth. Je m'y suis rendu. Toujours à Beyrouth, l'armée israélienne a frappé le front de mer. C'était hier soir au niveau de Ramda El Baïda, où des réfugiés avaient installé des tentes, ici même, vous voyez, sur la route, en contrebas. Bilan, 8 morts et 31 blessés, des réfugiés qui avaient fui leur logement des quartiers sud de la capitale libanaise. Et puis durant la journée, la nouvelle est apparue comme une traînée de poudre sur toutes les chaînes d'information et les messageries instantanées. Israël a publié un nouvel ordre d'évacuation pour les habitants du sud Liban. Une zone toujours plus vaste qui concerne toujours plus d'habitants. J'ai averti le président libanais, Joseph Aoun, que si le gouvernement libanais ne sait pas comment contrôler ce territoire et empêcher le Hezbollah de menacer les communautés du Nord et de tirer sur Israël, nous nous emparerons du territoire et le ferons nous-mêmes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et moi-même avons donné pour instruction à Tsahal de se préparer à étendre ses activités au Liban et à restaurer le calme et la sécurité dans les communautés du Nord. Nous avions promis la tranquillité et la sécurité aux communautés du Nord et c'est exactement ce que nous ferons. Voilà qui va faire grossir le rang des personnes déplacées alors que les autorités peinent à absorber ces flux de réfugiés. J'ai pu me rendre dans le stade de la ville réquisitionné la semaine dernière pour abriter toute cette foule de personnes déplacées. Je me trouvais ici il y a tout juste une semaine au lendemain de l'ordre d'évacuation des quartiers sud de Beyrouth. À l'époque, les autorités locales et les ONG installaient tout juste les premières tentes. Allons voir comment ça se passe maintenant. En à peine une semaine, c'est un véritable village de tentes qui a pris place sous les gradins du stade afin d'accueillir toutes ces familles qui ont dû évacuer, notamment des quartiers sud de Beyrouth. Jusqu'à présent, nous avons près de 250 tentes et certaines sont occupées par des réfugiés. D'autres sont en cours d'aménagement avec toilettes et électricité pour accueillir environ 50 familles supplémentaires. Nous avons actuellement la capacité d'accueillir environ 850 personnes.
Nous avons pris la fuite quand les bombardements ont commencé. J'étais paniqué. Ma femme a une phobie. Elle ne supporte pas les situations comme celle-ci. Et mon père est malade. Il est âgé de 75 ans. Il a une fracture. Je ne peux pas les laisser dans la banlieue quand il y a des explosions. J'ai décidé de partir jusqu'à ce que Dieu arrange les choses pour nous. Je suis venu ici hier. J'ai passé 10 jours dans la rue. Nous nous sommes sentis menacés. Alors, nous avons fui ici. Nous sommes ici depuis 5 jours. J'ai amené avec moi des affaires de la banlieue pour mes enfants. Je n'avais pas peur. J'ai peur pour mes enfants, car j'ai des enfants en bas âge. Les réfugiés, quant à eux, continuent d'affluer. Et malgré la bonne volonté des autorités et des associations, il manque de tout. Nous pouvons en héberger 300 de plus. Ils ont donc besoin de plus d'eau, de plus d'électricité, de plus de WC. Cela nous met une très forte pression. Actuellement, la Croix-Rouge gère tout ce centre d'hébergement. Elle en assure la gestion. Mais nous avons évidemment besoin de beaucoup de choses, notamment de nourriture. L'UNICEF protège nos enfants, le HCR, le PAM nous aide, mais nous avons besoin de plus. Nous sommes venus du côté frontalier d'Ait Haroun. Il y a eu des bombardements à 2h du matin et des raids. Nous avons fui à 2h du matin. Nous sommes restés une journée et le deuxième jour, il y a eu un fort raid sur la région. Il y a une fille dans cette tente qui a été grièvement blessée à la cuisse. La voiture s'est écrasée et les vitres arrière et avant ont été endommagées. Après cela, nous sommes arrivés au stade de Joya. Durant 6 nuits, nous avons dormi sur la route. Personne ne nous a regardés ni demandé après nous. Vers 3h du matin, les bombardements ont commencé. On a pris la fuite vers Chouefat. On est resté jusqu'à ce que le jour se lève, puis on est descendu pour prendre les affaires dans la maison. On est reparti à Ouzaï chez mon frère. Après, on est parti vers le front de mer. On passait d'un dortoir à l'autre, puis on est arrivé à la cité sportive. Ça fait 5 jours qu'on est ici. Recrudescence des frappes, toujours plus de personnes sur les routes. Dans le même temps, les autorités israéliennes continuent de mettre la pression sur le gouvernement libanais qui, d'après Israël, n'en fait pas suffisamment pour désarmer le Hezbollah. Autant dire, pas beaucoup de signes de désescalade ici au Liban. On a assisté... Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Une forte influence a été observée jeudi devant les bureaux du Conseil électoral provisoire, CEP, alors que la date limite pour l'inscription des partis politiques en vue des prochaines élections approche à grands pas. Des représentants de formations politiques, des mandataires et des responsables administratifs se sont massivement présentés afin de finaliser les démarches nécessaires avant la fermeture officielle du processus. Le récit est signé Radio Télémétropole dans ce grand journal. C'est dans cette ambiance chaleureuse, suscitée par des dizaines de partisans, que les acteurs politiques ont défilé au CEP ce jeudi. Au dernier jour de ce processus lancé depuis un peu plus d'une semaine, l'institution électorale a vu débarquer les représentants des partis les plus populaires. Sous le coup de sanctions internationales, l'accusant de complicité avec les gangs et recherché par l'ADCPJ, Arnel Bélizer n'a pas manqué l'occasion pour faire valoir son groupe politique. Au terme du dépôt des pièces exigées par le Conseil, l'ancien député a réagi ainsi. Qui est-ce qui est responsable de l'autorité nous? Parce que les citoyens ne sont pas là pour faire de justice. Les citoyens ne sont pas là pour faire de encadrement social. C'est l'autorité qui est là pour bailler citoyens au service. Mais c'est dommage. Nous, que ça, autorité. Bon, moi-même, c'est l'élection. Déjà la veille, Yuri Latortue et Joseph Lambert, également sanctionnés par des pays étrangers, étaient venus remplir leurs formalités auprès du CEP. Des responsables de famille Lavalas avaient aussi fait le déplacement. Une participation à ce processus témoignant de leur volonté de continuer à occuper la scène politique en dépit de l'exaspération de la population. Joseph Lambert, par exemple, affirme que son parti envisage de concourir à tous les postes électifs. On a prêt pour participer, soit pour compter, soit avec l'autre, au premier chef. Dans tout processus là, net, sorti depuis en l'air, rive en bas. Ça veut dire qui ça pour mon clair, sorti depuis la présidence, pour arriver juste en dernier moment séquence. Si d'une part, ces anciennes figures montrent beaucoup d'intérêt à participer une fois de plus à ce processus électoral, d'autres acteurs moins connus de la scène politique en ont profité pour s'inscrire aussi.
Alors que beaucoup d'observateurs avaient souligné la nécessité de mettre certains politiciens traditionnels responsables du chaos actuel au rencard, cette première étape, initiée par le CEP, offre déjà les premières oppositions entre potentiels candidats. Le docteur Ronald Laroche représente la coalition Main Propre pour le développement. Certainement, nous-mêmes, nous pas fait conjoncturel, nous fait structurel, c'est-à-dire que CEP dit en mettez-nous en note de marche pour nous capables de conquérir le pays, pour nous changer, eh bien immédiatement nous-mêmes nous organiser nous pour nous aller dans l'élection. D'accord? Moi, je me dis que ADN qui est dans la coalition Main Propre, sont ADN qui est intégrité, compétence, patriotisme. Et nous invitons déjà tout le monde dans les trois paroles. Intégrité, compétence, patriotisme. C'est notre ADN. Nous avons besoin d'un raz-de-marée électoral pour nous sauver Haïti, parce que ce pays est trop belle, trop bon, pour nous ne pas unir nous entre, comme a dit M. Fléco, ce qu'on appelle un complot de gens de bien, pour que ce complot de gens de bien dans tous les secteurs, dans la presse et au niveau des 10 départements, pour nous pas lever, nous tous camper, pour nous mettre des mondes de bien, pour nous mettre des mondes propres dans tête pays. Le processus a officiellement pris fin ce jeudi. Le Conseil électoral publiera dans les prochains jours la liste des partis, groupements et regroupements politiques retenus. Jusqu'ici, le CEP continue de s'accrocher au calendrier électoral. Plusieurs Afrikaners installés aux États-Unis après avoir quitté l'Afrique du Sud ces dernières années envisagent désormais un retour dans leur pays d'origine. Ces membres de la minorité blanche sud-africaine qui avaient quitté le pays en évoquant des préoccupations liées à la sécurité, à la criminalité, aux tensions politiques, disent aujourd'hui ressentir un profond attachement à leur terre natale. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Des milliers de Sud-Africains blancs qui ont rejoint les États-Unis après s'être sentis persécutés par le gouvernement à majorité noire envisagent de rentrer en Afrique du Sud. Face à des fusillades de masse dans des lieux publics, certaines ayant été commises par des agents des services de l'immigration et des douanes, des Sud-Africains envisagent de retourner dans leur pays natal et d'ignorer les déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles la minorité blanche est persécutée par le gouvernement sud-africain actuel. Le nouveau programme d'accueil des réfugiés pour les Sud-Africains blancs, initié par l'administration Trump, cible les Afrikaners descendants des colons néerlandais. Environ 3500 Sud-Africains sont entrés aux États-Unis en tant que réfugiés depuis le lancement du programme en mai 2025. 2 agences de recrutement sud-africaines spécialisées dans l'aide à la réinstallation des expatriés ont constaté une forte augmentation des demandes. Une agence pour l'emploi basée à Johannesburg a noté que les demandes de renseignements de Sud-Africains blancs souhaitant rentrer au pays avaient bondi de 70% au cours des 6 derniers mois. Un cabinet de recrutement situé dans la même ville a constaté une hausse d'environ 30% des demandes de renseignements depuis 2024. C'est la fin de ce grand journal pour ce vendredi 13 mars 2026. Avant de partir en couleur du temps pour aujourd'hui, pour le vendredi 13 mars 2026 à Boston, attendez-vous à un temps printanier précoce mais frais et potentiellement humide. Les températures maximales du jour aussi souvent autour de 40 à 50 degrés Fahrenheit, avec des soirées froides descendant près de 30 degrés à 35 degrés Fahrenheit. Prévoyez des averses possibles pour le mois de mars, étant l'un des plus pluvieux. Température essentielle maximum d'environ 45 degrés Fahrenheit, minimum d'environ 32 degrés Fahrenheit. Conditions journée fraîche, ciel variable, risque de pluie
Ou de giboulé, conseil vestimentaire, habillez-vous en couche, prévoyez une veste imperméable et des chaussures confortables pour ce vendredi, pour présenter le grand journal Ehrlich d'Aurelas. Depuis le studio de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, on air avec du style, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, référence en matière d'infos, P-News sur Facebook et sur WhatsApp. P-News, votre chaîne d'infos, 100% info, sans cassure, sans bavure. Hey, Brothers Café Créole. Alors, des mets délicieux sur Brothers Café Créole, au 299 Main Street Everett, chiffre le 617 294 14 25. Brothers Café Créole de Place to be, pour bien manger. Joyeux vendredi, joyeux week-end. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire, ça rajeunit le visage. Au revoir, à lundi.